Pourquoi les personnes évitantes vous contactent-elles juste au moment où vous pensez avoir enfin tourné la page après leur rejet? Voilà la chose à savoir sur les personnes évitantes. Elles ont besoin de savoir que vous êtes toujours là, non pas parce qu'elles veulent revenir avec vous, mais parce qu'elles ont besoin du confort psychologique de savoir que leur plan de secours émotionnel est toujours actif. Quand une personne évitante rejette quelqu'un, elle prend une décision sur ce qu'elle peut gérer émotionnellement. Mais le rejet n'élimine pas son besoin plus profond de se sentir important et désiré. Il ne fait que changer la façon dont elle obtient cette validation. Elle crée donc un système où elles peuvent maintenir la distance tout en vous gardant disponible pour chaque fois qu'elles ont besoin d'un coup de pouce à leur ego ou d'une réassurance émotionnelle. Elles rejettent la relation mais continuent de tester pour s'assurer que vous ne les avez pas rejetées en retour. Avez-vous déjà ressenti ce schéma dans vos propres relations? Nous serions ravis de lire ce que vous avez vécu dans les commentaires ci-dessous. Ce test remplit une fonction psychologique cruciale. Il leur dit que vous comptez toujours pour elles, même si elles ont clairement fait savoir que vous ne comptiez pas assez pour elles. Ce déséquilibre d'importance est exactement ce qui procure sécurité et confort aux personnes évitantes. Ces contacts ne signifient pas qu'elles veulent revenir avec vous. Il s'agit de maintenir le contrôle et de s'assurer que leur police d'assurance émotionnelle est toujours active. Elles ont besoin de savoir que si jamais elles décidaient qu'elles voulaient de l'attention ou de la validation de votre part, celle-ci serait toujours disponible. Les personnes évitantes ne craignent pas seulement l'intimité, elles craignent l'insignifiance. L'idée que quelqu'un puisse les rejeter, puis réellement passer à autre chose, cesser réellement de s'en soucier, construire réellement une vie meilleure sans elles, c'est terrifiant pour leur ego. Quand elles vous ont rejeté, elles s'attendaient à ce que vous soyez blessé mais toujours disponible. Elles s'attendaient à ce que vous espériez qu'elles changent d'avis. Elles s'attendaient à maintenir leur importance dans votre vie tout en refusant d'être importantes dans la vôtre. Mais quand elles réalisent que vous pourriez réellement être en train de guérir, réellement d'avancer, réellement de construire quelque chose de mieux sans elles, cela menace toute leur vision du monde concernant leur propre importance et leur désirabilité. Alors elles testent. Elles vous contactent avec des messages apparemment innocents pour voir si vous répondrez chaleureusement. Elles partagent des souvenirs nostalgiques pour voir si vous vous engagez émotionnellement. Elles mentionnent des difficultés dans leur vie pour voir si vous offrirez du réconfort et du soutien. Chaque test est conçu pour mesurer votre disponibilité émotionnelle sans offrir la leur. Elles veulent confirmer qu'elles comptent toujours pour vous, tout en clarifiant qu'elles n'ont pas l'intention de compter pour vous en retour. Le moment de ces tests n'est jamais accidentel. Les personnes évitantes ont une capacité presque surnaturelle à sentir quand quelqu'un commence réellement à guérir de leur rejet. Peut-être ont-elles entendu par des amis que vous semblez plus heureux. Peut-être ont-elles vu des publications sur les réseaux sociaux suggérant que vous allez bien. Peut-être ont-elles simplement intuité que suffisamment de temps s'était écoulé pour que vous commenciez à passer à autre chose. Cela déclenche leur besoin de rétablir le contrôle psychologique. Elles ne supportent pas l'idée que leur rejet n'a pas eu d'impact durable, que vous pourriez réellement vous rétablir et prospérer sans elles. L'un des tests les plus courants est le petit coucou occasionnel. Elles enverront quelque chose qui semble amical et innocent. « J'espère que tu vas bien » ou « Je pense à toi » ou « Comment vas-tu » Ces messages sont conçus pour paraître attentionnés et inoffensifs, tout en servant en réalité d'expédition de pêche émotionnelle. Elles testent si vous répondez immédiatement et chaleureusement, ce qui indiquerait que vous êtes toujours émotionnellement investi. Elles testent si vous semblez heureux de les entendre ou si vous êtes réservé et distant. Elles collectent des informations sur votre état émotionnel sans révéler leurs propres intentions. Un autre test fréquent est la sonde nostalgique. Elles feront référence à quelque chose de votre passé commun, une blague interne, un souvenir partagé, une chanson que vous aimiez tous les deux. Ces références ne sont pas des éclats de sentimentalité aléatoires. Ce sont des tentatives calculées pour réactiver votre attachement émotionnel. Elles veulent voir si mentionner ces souvenirs vous fait répondre avec une chaleur et une nostalgie correspondantes. Si c'est le cas, cela confirme que vous êtes toujours émotionnellement connecté à ce que vous avez partagé. Si ce n'est pas le cas, cela leur indique que vous pourriez réellement passer à autre chose.
ce qui déclenche leur besoin d'intensifier leur test. Le contact de crise est particulièrement manipulateur. Elles vous contactent lors de moments difficiles de leur vie, partageant des problèmes ou demandant de l'aide. Cela teste plusieurs choses à la fois. Votre compassion, votre volonté de prioriser leurs besoins sur votre propre guérison, et si vous vous considérez toujours comme quelqu'un qui devrait être là pour elles. Le test de crise exploite votre empathie naturelle. Il est difficile d'ignorer la détresse sincère de quelqu'un, même lorsque cette personne vous a rejeté et blessé. Elles le savent, et elles utilisent votre gentillesse contre vous pour rétablir une connexion émotionnelle et un contrôle. Certaines personnes évitantes utilisent le test de jalousie où elles mentionnent subtilement qu'elles sortent avec d'autres personnes ou qu'elles sont occupées par des activités sociales. Elles n'essaient pas de vous faire plaisir. Elles essaient de mesurer si vous vous souciez toujours assez pour être jaloux ou blessé par cette information. Votre réaction leur indique si vous êtes toujours émotionnellement investi dans ce qu'elles font de leur vie. Si vous répondez par des questions ou semblez dérangé par l'information, cela confirme qu'elles ont toujours du pouvoir sur vos émotions. L'offre d'amitié est un autre test courant. Elle suggère de rester amis ou de maintenir un certain type de contact occasionnel. Il ne s'agit pas d'une véritable amitié, mais de vous garder disponible à un niveau de connexion réduit. Elles veulent voir si vous accepterez une version diminuée de la relation plutôt qu'aucune relation du tout. Si vous acceptez l'amitié, cela leur indique que vous valorisez tout accès à elles plutôt que pas d'accès du tout, ce qui nourrit leur besoin de se sentir importante et désirable. Ce qui rend ces tests particulièrement cruels, c'est qu'ils fonctionnent souvent. Les personnes qui ont été rejetées par des personnes évitantes sont souvent si affamées du moindre signe d'intérêt renouvelé qu'elles répondent avec enthousiasme à ces miettes d'attention. Mais répondre positivement à ces tests ne mène pas à la réconciliation. Cela confirme simplement à la personne évitante que son filet de sécurité est intact, que sa police d'assurance émotionnelle est toujours active, qu'elle peut continuer à maintenir la distance tout en vous gardant psychologiquement disponible. La personne évitante obtient la validation qu'elle est toujours désirée et importante sans avoir à offrir quoi que ce soit de réel en retour. Elle peut se sentir importante et désirable tout en restant indisponible et sans engagement. Comprendre ces tests change tout dans la façon dont vous interprétez les contacts post-rejet des personnes évitantes. Ce SMS innocent n'est pas innocent. Cette référence nostalgique n'est pas aléatoire. Cet appel de crise ne vise pas seulement à obtenir du soutien. Chaque contact est une sonde soigneusement calculée, conçue pour mesurer votre disponibilité continue et votre investissement émotionnel. Chaque réponse que vous donnez leur fournit des informations qu'elles utilisent pour gérer leur propre confort psychologique et leur sentiment de contrôle. La partie la plus insidieuse de ces tests est la façon dont ils perturbent votre processus de guérison. Juste au moment où vous commencez à vous sentir plus fort, à reconstruire votre vie, à croire que vous pouvez avancer, elles apparaissent avec leurs petits tests et vous replongent dans la confusion et l'espoir. Elles ne font pas cela parce qu'elles vous manquent. Elles le font parce qu'elles ont besoin de savoir que leur impact sur vous est toujours mesurable. Elles ont besoin de confirmer que vous rejeter ne vous a pas rendu plus fort ou plus heureux, mais simplement plus disponible pour leur commodité future. Voici ce qui est vraiment tordu dans toute cette dynamique. Les personnes évitantes effectuent souvent ces tests lorsque leur propre vie va bien. Quand elles sortent avec quelqu'un de nouveau, quand elles se sentent confiantes, quand elles ont de nombreuses autres sources de validation, c'est à ce moment-là qu'elles vous contactent pour tester votre disponibilité. Ce n'est pas la solitude ou le regret qui motive ces contacts, c'est de l'entretien psychologique. Elles entretiennent leur filet de sécurité émotionnelle de la même manière que vous entretiendriez une voiture, en s'assurant que tout fonctionne toujours bien au cas où elles en auraient besoin plus tard. Le moment choisi révèle également quelque chose de crucial sur la psychologie évitante. Elles ont tendance à vous tester juste au moment où vous semblez bien vous en sortir sans elles. Elles peuvent sentir quand vous guérissez réellement, et cela menace leur sentiment d'être irremplaçable et inoubliable. Quand elles réalisent que vous pourriez réellement être bien sans elles, cela remet en question leurs croyances fondamentales concernant leur propre importance. Elles interviennent donc avec ces tests pour restaurer leur sentiment d'importance dans votre vie. Certaines personnes évitantes deviennent plus sophistiquées avec leurs tests au fil du temps.
Elles apprennent ce qui suscite des réponses et ce qui ne le fait pas. Elles adaptent leur approche en fonction de vos réactions précédentes. Il ne s'agit pas de manipulation consciente la plupart du temps, mais d'un conditionnement comportemental inconscient. Si les SMS occasionnels ne fonctionnent pas, elles passent aux appels émotionnels. Si les appels émotionnels ne fonctionnent pas, elles essaient des demandes pratiques d'aide ou de conseils. Si celles-ci ne fonctionnent pas, elles pourraient créer de petites crises qui nécessitent votre contribution ou votre soutien. Chaque escalade est conçue pour trouver le niveau de manipulation qui brise vos défenses et vous pousse à répondre d'une manière qui confirme votre disponibilité continue. Il y a une autre dimension à ce comportement de test que la plupart des gens ignorent complètement. Les personnes évitantes effectuent souvent plusieurs tests simultanément avec différentes personnes de leur passé. Vous n'êtes pas la seule à recevoir ces sondes, elles entretiennent tout un réseau d'anciennes connexions qui pourraient encore être émotionnellement disponibles pour elles. Cela révèle quelque chose de crucial sur la façon dont les personnes évitantes abordent les relations. Elles n'investissent pas profondément dans une seule personne, elles diversifient leur portefeuille émotionnel. Elles gardent plusieurs personnes sous leur coupe à différents niveaux de disponibilité, ce qui leur offre des options et des plans de secours sans exiger un engagement véritable envers qui que ce soit. Pensez à ce que cela signifie pour leur psychologie. Elles ne testent pas seulement votre disponibilité, elles comparent votre réponse à celle des autres. Si vous ne répondez pas assez chaleureusement, elles ont d'autres personnes qui pourraient le faire. Si vous semblez trop désireux, elles ont d'autres options qui se font désirer davantage. Ce test comparatif satisfait leur besoin de se sentir désirables et importantes tout en les protégeant de dépendre trop fortement de la validation d'une seule personne. C'est une couverture émotionnelle. Elles répartissent leurs risques sur plusieurs sources potentielles d'attention et d'affection. L'aspect le plus perturbant de cette dynamique est la façon dont les personnes évitantes catégorisent souvent les personnes qu'elles testent. Il y a généralement le répondant fiable qui répond toujours chaleureusement et immédiatement. Le défi qui nécessite une manipulation plus sophistiquée pour s'engager. La sauvegarde qu'elle ne contacte que lorsque d'autres options ne sont pas disponibles. Vous pensiez peut-être que vous étiez spécial pour elles, mais vous ne faisiez probablement que remplir un rôle dans leur système de gestion émotionnelle. Les mêmes tests qu'elles vous font subir, elles les font subir à d'autres. Les mêmes sondes calculées, le même timing stratégique, la même mesure de la disponibilité émotionnelle. Cette catégorisation aide à expliquer pourquoi les tests des personnes évitantes semblent souvent si impersonnels et formulés. Elles ne conçoivent pas d'approche unique pour chaque personne. Elles appliquent des protocoles standards, conçus pour extraire des types de réponses spécifiques de différentes catégories de personnes. Comprendre ce contexte plus large change la façon dont vous interprétez leur contact. Ce message réfléchi qui semblait si personnel. Elles en ont probablement envoyé des variations à plusieurs personnes. Cette crise qu'elles ont partagée avec vous, il se peut que vous n'ayez pas été la seule qu'elles aient contactée pour obtenir du soutien. Le test remplit également une autre fonction psychologique que la plupart des gens ne reconnaissent pas. Il aide les personnes évitantes à gérer leur propre anxiété d'attachement. Lorsqu'elles se sentent peu sûres ou incertaines de leur désirabilité, elles peuvent effectuer des tests à travers leur réseau et utiliser les réponses pour réguler leur propre état émotionnel. Si elles se sentent particulièrement insécures, elles pourraient tester plusieurs personnes la même semaine. Les réponses accumulées leur fournissent des preuves de leur importance et de leur désirabilité continue, ce qui les aide à se sentir plus confiantes et émotionnellement stables. Cela révèle comment les personnes évitantes utilisent les autres comme outils de régulation émotionnelle. Elles ne les contactent pas parce qu'elles se soucient d'individus spécifiques, mais parce qu'elles ont besoin d'une validation externe pour gérer leur état émotionnel interne. Votre réponse à leur test devient une donnée dans leur système de régulation émotionnelle plutôt qu'une véritable connexion humaine. Elles ne s'intéressent pas à votre bien-être ou à votre expérience, mais à ce que votre réponse leur dit sur leurs propres valeurs et leur importance. Cette approche instrumentale des relations explique pourquoi les tests des personnes évitantes sont si creux et insatisfaisants. Même lorsque vous répondez exactement comme elles l'espéraient, cela ne conduit pas à une connexion plus profonde ou à une intimité renouvelée.
Cela leur fournit simplement une régulation émotionnelle temporaire qu'elles devront renouveler plus tard. Le comportement de test révèle également quelque chose d'important sur la capacité d'empathie des personnes évitantes. Pour effectuer ces tests efficacement, elles doivent compartimenter et ne pas tenir compte de la façon dont leur comportement affecte les personnes qu'elles testent. Elles doivent ignorer la confusion et l'espoir que leur contact crée. Elles doivent ignorer la façon dont leurs sondes interrompent votre processus de guérison. Elles doivent passer outre la façon dont leur communication stratégique vous empêche d'aller de l'avant proprement. Ce déficit d'empathie sélectif n'est pas nécessairement permanent ou pathologique, mais il montre comment les personnes évitantes priorisent leurs propres besoins émotionnels au détriment du bien-être des personnes qu'elles ont rejetées. Leurs besoins de contrôle et de validation l'emportent sur leur souci de l'impact de leur comportement sur les autres. Certaines personnes évitantes justifient ce comportement en se disant qu'elles sont gentilles ou qu'elles maintiennent le lien. Elles se disent que rester en contact est mieux qu'un rejet complet, que leur contact occasionnel montre qu'elles se soucient, que leurs offres d'amitié ont de la valeur. Mais ces justifications servent leur propre confort psychologique, plus qu'une véritable préoccupation pour les autres. Elles veulent se voir comme des personnes attentionnées et prévenantes, plutôt que manipulatrices et égoïstes, alors elles reformulent leur comportement de test en termes plus positifs. Cette auto-tromperie leur permet de continuer ce comportement sans en affronter la vraie nature ou l'impact. Elles peuvent maintenir leur image de bonne personne tout en s'engageant dans des schémas émotionnellement manipulateurs. Les tests se poursuivent souvent pendant des années après le rejet initial. Certaines personnes évitantes maintiennent ces relations de test pendant des décennies, se contactant périodiquement pour s'assurer que leurs anciennes connexions sont toujours émotionnellement disponibles pour elles. Ce schéma à long terme révèle comment les personnes évitantes luttent avec la progression naturelle des relations et le processus sain de lâcher prise. Elles veulent préserver l'accès aux personnes indéfiniment, même lorsqu'elles ne sont pas disposées à offrir quoi que ce soit de significatif en retour. La persistance du comportement de test montre également comment les personnes évitantes gèrent le développement et la croissance émotionnelle. Au lieu d'apprendre à former des liens plus profonds et plus authentiques, elles deviennent souvent plus habiles à gérer de multiples connexions superficielles qui répondent à leurs besoins psychologiques. Elles ne progressent pas vers une plus grande intimité et vulnérabilité, elles progressent vers des systèmes de gestion émotionnelle plus sophistiqués qui les protègent de la véritable proximité tout en leur fournissant validation et signification. De plus, il y a un coût caché pour la personne évitante elle-même. Si ce système de filet de sécurité émotionnelle les protège de la peur de l'insignifiance et de la dépendance, il les empêche également de développer la capacité à former des liens véritablement profonds et satisfaisants. Elles restent piégées dans un cycle de gestion de leur anxiété d'attachement par la manipulation externe, n'apprenant jamais à trouver la sécurité et la validation en elles-mêmes ou dans une connexion authentique et réciproque. Pour la personne évitante, la véritable intimité est perçue comme une menace pour son autonomie, une source potentielle de douleur et de déception. Ainsi, elle crée une réalité où elle se sent importante et désirée, mais sans la vulnérabilité que la connexion réelle exige. Cette dynamique, cependant, est une prison auto-imposée. La validation qu'elle recherche est toujours superficielle et temporaire, ne comblant jamais le vide généré par l'incapacité de se connecter authentiquement. La personne évitante, dans sa quête de contrôle et de sécurité, sacrifie la possibilité d'un amour et d'une connexion qui pourrait réellement guérir ses insécurités. Elle construit des murs émotionnels qui, tout en la protégeant, l'isolent également d'un type d'épanouissement qu'elle ne trouvera jamais dans son système de test et vérification. Elle peut avoir de nombreux plans de secours émotionnels, mais elle manque d'un véritable havre de paix émotionnelle. Lorsque vous refusez de participer à ces tests, non seulement vous vous protégez, mais aussi, paradoxalement, vous lui offrez la seule chance de confronter la véritable nature de son comportement. En retirant la béquille de la validation facile, vous la forcez à faire face à la possibilité que sa stratégie d'évitement ne la protège pas, mais la limite. Mais voici ce que les personnes évitantes ne comprennent pas à propos de ces tests. Elles repoussent en fait ce qu'elles essaient de sécuriser. Chaque test les fait paraître moins dignes de confiance, moins sincères, plus manipulatrices. Chaque sondage
rend leur rejet précédent plus calculé et plus cruel. Les gens commencent à réaliser que quelqu'un qui ne peut pas rompre proprement, qui ne peut pas respecter les limites après un rejet, qui a besoin de maintenir un contrôle psychologique même après avoir mis fin aux choses, ce n'est pas quelqu'un pour qui il vaut la peine d'être disponible. Le comportement de test révèle en réalité l'immaturité émotionnelle de la personne évitante et son incapacité à gérer les conséquences naturelles de ses choix. Elles veulent rejeter les gens sans perdre l'accès à ces personnes. Elles veulent maintenir la distance sans sacrifier l'importance. Cela révèle quelque chose d'important sur le caractère des personnes évitantes. Elles manquent souvent de l'intégrité émotionnelle nécessaire pour faire des ruptures nettes et vivre avec les conséquences de leurs décisions. Elles veulent avoir le beurre et l'argent du beurre, ce qui crée une confusion et une douleur continue pour toutes les personnes impliquées. La seule façon de ne plus participer à ces tests est de les reconnaître pour ce qu'ils sont et de refuser d'y prendre part. Lorsque vous ne répondez pas à leur sonde, lorsque vous ne fournissez pas la validation qu'elles recherchent, lorsque vous ne démontrez pas une disponibilité continue, vous brisez leur système de contrôle psychologique. Cela déclenche souvent une escalade. Lorsque les tests initiaux n'obtiennent pas la réponse dont elles ont besoin, les personnes évitantes intensifient souvent leurs efforts. Les contacts deviennent plus fréquents, plus manipulatifs émotionnellement, plus conçus pour provoquer une réponse. Mais cette escalade est en fait la preuve que vous faites quelque chose de bien. Cela signifie que leur filet de sécurité se dissout, leur police d'assurance émotionnelle expire, leur sentiment de contrôle leur échappe. La phase d'escalade peut être particulièrement difficile car elle implique souvent un comportement qui semble désespéré ou sincèrement contrit. Elles pourraient s'excuser pour leur comportement passé, exprimer des regrets sur la façon dont les choses se sont terminées ou faire de vagues promesses de vouloir arranger les choses. Ces contacts intensifiés ne sont pas nécessairement des mensonges, mais ce sont généralement des réponses émotionnelles temporaires à la perte de contrôle plutôt que de véritables changements dans leur capacité à établir une relation. Une fois qu'elles ont restauré leur sentiment d'importance et de contrôle, elles reprennent généralement leur schéma antérieur de distance et d'indisponibilité. Comprendre ce schéma vous aide à garder une perspective pendant la phase d'escalade. Vous pouvez reconnaître qu'une intensité accrue de contact ne signifie pas nécessairement une sincérité accrue d'intention. Cela signifie souvent simplement une plus grande désespoir de restaurer leur confort psychologique. Le but n'est pas de les punir ou de se venger. Le but est de protéger votre propre processus de guérison de leur besoin de maintenir un contrôle psychologique sur vos émotions. Le but est de créer un espace pour votre propre croissance, plutôt que de vous laisser utiliser comme leur couverture de sécurité émotionnelle. Lorsque vous comprenez que ces contacts concernent leur besoin de contrôle plutôt qu'un véritable intérêt à renouer, vous pouvez répondre depuis une position de force plutôt que d'espoir. Vous pouvez protéger votre propre bien-être émotionnel plutôt que de nourrir leurs besoins de validation. Cela ne signifie pas que vous devez être cruel ou punitif dans votre non-réponse. Cela signifie simplement que vous n'avez pas à sacrifier votre propre guérison pour gérer leurs besoins de signification et de contrôle. La vérité sur les tests des personnes évitantes est qu'ils révèlent leur incapacité fondamentale à lâcher prise proprement. Elles ne peuvent pas vous rejeter et ensuite vous laisser seul guérir. Elles ont besoin de maintenir un certain niveau d'influence et de contrôle même après avoir mis fin aux choses. Ce besoin de contrôle continu est ce qui rend les relations avec des personnes évitantes si épuisantes psychologiquement. Même après leur départ, elles ne sont pas vraiment parties. Elles continuent de tester, de sonder, d'essayer de maintenir leur importance dans votre paysage émotionnel. Mais une fois que vous voyez ces tests pour ce qu'ils sont, des tentatives de maintenir le contrôle plutôt que des expressions de véritable affection, vous pouvez prendre des décisions éclairées sur la façon de réagir. Vous pouvez choisir votre propre guérison plutôt que leur besoin de validation. Vous pouvez choisir votre propre paix plutôt que leur besoin de contrôle. La prise de conscience la plus libératrice est que vous ne leur devez pas une disponibilité continue simplement parce qu'elles ont compté pour vous autrefois. Vous ne leur devez pas une importance continue simplement parce qu'elles ont besoin de se sentir importantes. Vous ne leur devez pas de réponse à leurs tests simplement parce qu'elles sont mal à l'aise avec l'incertitude. Leur incapacité à gérer les conséquences naturelles du rejet, comme la perte d'accès à votre attention et à votre validation, est leur problème à résoudre, pas le vôtre à gérer.
Avez-vous reconnu ces schémas de test dans votre propre expérience avec des personnes évitantes? Laissez un commentaire sur le test qui vous semble le plus familier dans votre situation. Si cela vous a aidé à comprendre la psychologie derrière le contact post-rejet, aimez cette vidéo et abonnez-vous pour plus d'informations sur la façon de vous protéger des dynamiques relationnelles manipulatrices. Merci d'avoir regardé.